c'est gâter la famille. Une activiste fait des révélations choquantes sur la mort du passé David et allume sévèrement le gouvernement de Alassane Draman Ouattara. Regardons la Bonjour à vidéo. tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je ne serai pas du tout long, voilà, dans ce direct. Il y a cette polémique où j'ai été beaucoup taguée sur cette histoire de orpailleurs, voilà, clandestin au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous voyons un tout petit peu ce qui se passe. Nous voyons aujourd'hui que l'eau de la Côte d'Ivoire dans différents endroits, les lacs, les rivières, le fleuve, la mer, même un peu, c'est en train de rentrer un tout petit peu, sont complètement, comment on le dit, de couleur marron. Ça veut dire que c'est vraiment dégueulasse. C'est même pas potable. C'est même plus de l'eau potable que nous trouvons en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela encore, il y a certaines personnes qui perdent aussi leur vie dans cette histoire de orpaillage clandestin. Et j'ai eu l'impression qu'arrivé à un certain moment donné, ils ont voulu quelque part pingler, voilà, les Burkinabés en disant que non, que ce sont les Burkinabés qui viennent faire ce genre de boulot. D'abord, je vais vous dire que cette histoire de orpaillage clandestin, là, c'est un truc qui est géré, qui est cautionné, qui est validé, qui est comme on le dit, qui est approuvé par le gouvernement de Ouattara. Ce sont leurs gens qui mettent, ce sont eux qui font les recrutements, ce sont eux qui favorisent cette histoire de orpaillage clandestin. Pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi vous ne faites pas un tout petit peu le discernement? Quand c'est des personnes qui arrêtent, qui sont de nationalité étrangère, ce sont ces personnes qui présentent devant les Ivoiriens en disant que voilà, c'est telle personne de telle nationalité, les voici, ils sont... Mais je vous dis au fort, clair, net et limpide que cette histoire de orpaillage clandestin, c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base. C'est le gouvernement de Ouattara qui est à la base. Partage des trous là, on enlève pour la gendarmerie, les chefs, les choses. Le sous-préfet, les chefs de village, les maires, tout, ils enlèvent les parts, les trous même pour déposer. S'ils ne sont pas complices, est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire, il faudrait que les gens... Moi, je parle de la responsabilité. Or, là, ça travaille au Burkina Faso plus de 50 ans, mais il y a des endroits, même si on te paye là, tu ne peux pas corrompre un corps au Burkina pour enlever or ici. Si on dit qu'ici, là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais c'est vous là, les autorités donnent... C'est-à-dire, il y a un gars qui a témoigné de chute là, il y a un corps qui allait, il voulait intervenir et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé pour menacer. Il y a des villages même là, les chefs de village n'est pas d'accord, mais c'est-à-dire les autorités administratives qui sont dans le tour, ils vont les faire taire par force. Mais pourquoi, quand les gens viennent parler, souvent, je ne pas, ceux qui font leur paillage là, ce qu'ils font là, c'est pas normal. Moi, je suis d'accord. Mais il y a des gens il y a des grosses têtes qui les soutiennent. Moi, ce qui est en train de vous parler, tellement il y a des Chinois qui font des dégâts même avec des machines. Il faut aller vers Yakassé là. Yakassé pour aller jusqu'à Bangourou. Il faut aller, des gars qu'ils ont fait là, ça dépasse 5 km, même 10 000 là. On ne peut pas planter quelque chose là-bas. Si vous voulez, allez-y regarder. Mais c'est les Chinois qui font avec les poclés. Les orpailleurs, c'est avec la main ils font. Mais les Chinois là même font avec des poclés là-bas. Mais les gens parlent, mais si ils sont là même demain, ils font des dégâts là-bas. Si vous voulez, allez-y faire des recherches pour voir. Donc, c'est que moi, je veux vous dire, la responsabilité là, c'est le gouvernement ivoirien qui doit prendre sa responsabilité. Ça dit, cette responsabilité aussi là, il y a des gens qui marchent dedans. C'est pourquoi on parle, ça change rien là. Donc, c'est ce que moi, je veux faire comprendre les gens. C'est un travail que moi, j'ai vécu. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi, donc je suis chez moi. Voilà. Donc, maintenant, les gens sont en train de parler de ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je suis venu éclairer les choses pour dire aux gens quelle est la responsabilité là. Si vous êtes en train de combattre aujourd'hui, que ça ne boute rien là. Parce qu'il y a des grosses têtes qui marchent dedans. Merci. Ce sont eux qui ont donné le hockey. Ce sont eux qui sont en train de s'enrichir. Ils s'en foutent que les Ivoiriens boivent de l'eau potable. Ils s'en foutent que les Ivoiriens ont leur hockey qui est, comment on appelle, qui n'est pas bon. Ils s'en foutent que vous ayez des maladies. Ils s'en foutent de vous, les Ivoiriens. Je ne fais que vous répéter, insister et persister là-dessus. On va écouter rapidement ce reportage qui donne quelques détails sur cette histoire de orpaillage clandestin. Vous allez mieux comprendre et savoir réellement ce qui se passe. On y va. Des creuseurs artisanaux à perte de vue. Le site de Pakwabo, à une quinzaine de kilomètres de Bouaflé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, n'a pas toujours été dédié à l'exploitation de l'or. Avant, son propriétaire employait des paysans qui cultivaient cette terre. Mais plus personne aujourd'hui ne veut, dit-il, la travailler comme avant. Alors lui aussi s'est adapté. Depuis que l'orpaillage est arrivé,
les enfants même refusent d'aller au champ. Ils refusent d'aller au champ. Et puis bon, quand c'est comme ça, la nourriture aussi devient très chère. L'or fait mieux vivre son homme que l'agriculture ou la pêche. Mais son exploitation impacte la sécurité alimentaire des habitants de la région, menace leur survie. Les terres arables disparaissent. Cela fait quelques années que cette activité s'est développée ici et les jeunes du coin se détournent du reste. Comme Salès Kwame Konan, 18 ans, récemment converti. À la base, je suis un élève. Avant, on pêchait un peu pour subvenir à nos besoins, pour payer les cours pour aller à l'école. Et puis arrivé à un certain moment, il y a eu l'arrivée de l'or là. La pêche, ça donnait moins. Il faut tuer assez de poissons pour avoir au moins 10 000 ou 20 000, mais avec l'or là, c'est un peu rapide. Il est de toute façon interdit de pêcher temporairement dans le Bandama, qui déborde en ce moment. Les autorités veulent que le fleuve, surexploité, reconstitue ses réserves halieutiques. Des traces de mercure, interdits mais utilisés par certains orpailleurs illégaux, ont aussi été retrouvées dans les poissons ces derniers mois. Car le code minier ivoirien impose des règles aux mineurs artisanaux. Être déclaré, ne pas utiliser de produits toxiques et reboucher les trous après exploitation pour que la nature reprenne ses droits. Donc vous avez écouté, vous avez une idée de réellement ce qui se passe dans cette histoire de orpaillage clandestin. Avant même de chercher à blâmer, mais Touré Alpha Yaya, avec Mariam Traoré, Ibia Kissé, mais ces gens-là, ils sont dans les histoires de orpaillage clandestin. Ils ont des sites d'orpaillage partout. Ils ont ça en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Ouattara est au courant de ça. Depuis des années et des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais de quoi vous parlez? Tous les ministres de Ouattara ont tous des sites d'orpaillage. Donc tous les ministres de Ouattara ont tous des sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que les gens ont commencé à s'adonner. Sinon, il y a longtemps que ça existe. Ils n'en ont que dalle de vous. Ils n'en ont rien à foutre. Bon, regardez-moi cette vidéo-là. Maintenant, on ne fait plus à Talakou de l'argent. Madame Diakissé, là, elle, maintenant, c'est à Talakou des lingots d'or. Oui, oui, oui. C'est de l'or, maintenant, on prend pour faire les atalakou, maintenant, dans les baptêmes, dans les mariages. C'est ça qui est la vérité. Je vous dis, réveillez-vous, peuple ivoirien. Ne cherchez pas là à vous apitoyer sur votre sort. Ne restez pas là à vous. On va vous emmener à penser que... Ah, j'ai même entendu des commentaires. Ce sont les Burkinabés qui viennent faire l'opéra clandestin. Ce n'est pas les Burkinabés seulement. Beaucoup de nos frères ivoiriens sont dedans. Ils donnent leur terre pour faire ça. Ces terres-là appartiennent en majorité à tous les hauts cadres de la Côte d'Ivoire. Quand on veut couper, quand on veut tuer le serpent, on ne commence pas par la queue, on commence par la tête. Ok? Voilà. C'est ça que cette vérité qu'ils ne veulent pas vous donner là. Cette vérité qu'ils ne veulent pas dire. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas. Vous allez faire des directs, vous allez faire des TikTok, vous allez dire ce que vous voulez. Ils n'en ont que dalle. Parce que eux, là, en fin de journée, là, ils n'ont qu'à avoir leur argent. Ils s'en foutent de l'état de santé des Ivoiriens. Ils s'en foutent si vous avez à manger. Parce que quand on parle de orpaillage, que toute la terre est complètement détruite, là. On ne parle plus de cultiver. On ne parle plus d'agriculture. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'en ont que dalle. Ouattara qui est là, lui là, son melon là, ça quitte en France chaque semaine pour venir en Côte d'Ivoire. Il ne mange pas la nourriture ivoirienne. Il ne mange pas du riz. Il ne mange pas d'igname. Il ne mange pas foutou. Il ne mange pas kabato. Il mange tout ce qu'il mange à ses Français. Tout quitte en France pour venir en Côte d'Ivoire dans son avion présidentiel où on met carburant dedans, qui est l'argent du contribuable ivoirien utilisé pour mettre le kérosène dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a à voir avec vous qui souffrez? Il s'en fout. Il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout des Ivoiriens. Ils vont continuer à vous maltraiter, à vous ja, one by one, colo. Je le dis, c'est la vérité qui est là. Voilà. Donc, cherchons vraiment à empêcher, enlever ce mal, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire. La rébellion. Oui, contre Gueye. Pas la rébellion, c'est contre Gueye. Qui n'est pas préparé la rébellion. Ah oui, ça il faut le dire. Mais tu dis, Alassane a décliné l'offre. Mais comment ici là, on écoute ici. Il dit que c'est une contradiction totale.
Écoute ici. Je vais te dire, quand Soro est venu faire croire à Alassane que la rébellion qu'on mène là, c'est pour le bien d'Alassane, qu'Alassane fasse que lui, il prend la tête là, Alassane aura un droit de regard dessus, tout ça, Alassane nous a écartés. Donc, à partir de ce moment, pour Alassane, moi je suis un paria, moi je suis... Alassane vous a écarté comment si c'était pas le chef de la rébellion? Kader, Alassane vous a écarté comment s'il n'est pas le chef de la rébellion? Il vous a écarté comment? Vous voyez la contradiction totale. On continue. Donc ceux qui disent qu'Alassane a créé la rébellion, c'est des affabulateurs. Voilà. Et parce que... Ceux qui disent qu'Alassane a créé la rébellion, c'est des affabulateurs. Déjà, tu parles déjà pour enlever Alassane dedans. Mais tu as oublié, j'ai monté sur un live où tu t'es pris d'émotion. Quand Babo a dit non que la rébellion a été financée par Kadhafi lui a dit qu'il a financé, il a donné des armes aux rebelles en Côte d'Ivoire. J'ai monté sur un panel, tu étais l'invité spécial. J'ai vu, tu as parlé quand tu as oublié. Il dit non, hein, quand Soro a fait croire à Alassane que la rébellion était pour lui, Alassane nous a écartés. Et vous a écarté tant qui? Parce que si moi je suis pas chef d'entreprise, il ne peut pas enlever la directrice des ressources humaines. La DRH ne peut pas l'enlever. Parce que c'est pas le chef d'entreprise. C'est ce chef d'entreprise qui peut changer la directrice des ressources humaines. Frère. Je ne suis pas chef d'entreprise. Je ne suis pas ministre de la Défense. C'est moi, il a dit à un général, oui, non, tu renvoies tes trucs. Je ne saisis pas. C'est si je suis que je peux. Donc si Alassane n'est pas le chef de la rébellion, comment il vous enlève et puis met Soro à la tête? Quand Soro a fait croire. Donc moi, on veut me faire croire que tu es le président de la France, et même temps, il va virer tout le gouvernement. Si ce n'est pas vraiment président, là, que le gouvernement va m'écouter. Explique. En Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies, plus de 60 ethnies, mais nous avons au moins légalement 60 ethnies reconnues. Mais il y a un peu, démographiquement, au sud, ils sont chrétiens, au nord, ils sont musulmans. Moi, je suis juif du nord. Et quand la Côte d'Ivoire est allée en indépendance en 1960, Houphouët-Boigny a été le premier président. Moi, je suis descendant de Sékou Sanogo, qui s'est opposé à Houphouët, qui a été même candidat et qui a été député à l'Assemblée. Ah! Donc, Sékou Sanogo, hein, dont tu es le descendant, s'est opposé à Houphouët. Donc, vous êtes opposé aussi à Houphouët. Et puis, ça vous, Karagbe Yangbe, là, vous dites non, que c'est le premier rebelle. Donc, vous êtes rebelle contre Houphouët. Hein? Donc, vous avez manqué de respect à Houphouët. Mais c'est rebelle contre Houphouët, c'est manqué de respect à Houphouët. Donc, vous aussi, vous avez manqué de respect à Houphouët. Vous voyez comment vous êtes, vous ne changez pas bien. Et tout doit aller dans votre sens. Donc, c'est Babo, non, Babo, il a manqué de respect au fouet. Donc, toi, ton grand-père ou ton arrière-grand-père, là, il a manqué de respect au fouet. Donc, il s'est rébellé contre le fouet. Ok. On continue. La Côte d'Ivoire est allée en indépendance en 1960. Houphouët-Boigny a été le premier président. Moi, je suis descendant de Sékou Sanogo, qui s'est opposé à Houphouët, qui a été même candidat. Ah, opposant à Houphouët aussi. Député à l'Assemblée constitutionnelle française d'Outre-mer. Et après, il a perdu les élections pour être le premier président. C'est lui qui devait amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Donc, il a combattu. Donc, Houphouët, ton soi-disant grand-père ou arrière-grand-père, hein, ils sont battus. Et Houphouët a gagné. Donc, c'est cette frustration-là qui vous a poussé à aller contre Houphouët. Ah, donc le premier, c'est-à-dire avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Abraham, bon, bloqué. C'est lui qui dit, hein, il dit avant l'indépendance, bon, je ne sais pas si c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, il s'est battu contre Houphouët. Hein? Donc les colons n'ont pas voulu ton grand-père. Hein? Donc ton grand-père c'était quoi? Et qui a été député à l'Assemblée constitutionnelle française d'Outre-mer. Et après, il a perdu les élections pour être le premier président. C'est lui qui devait amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Donc, Houphouët a combattu tout ce qui était de Sékou Sanogo. Donc, ils n'ont pas pu marger et c'est resté, ça a porté des séquelles. Donc, je ne dis pas que Houphouët n'a pas été un bon président. Moi, j'ai apprécié ce qu'il a fait pour le pays. Parce que la Côte d'Ivoire reste un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Et venons-en au fait. Mais, on a constaté que malheureusement, après Houphouët, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Guy Robert. Et après, il y a eu Gbagbo. Mais tout cela était du sud et de l'ouest chrétien. Et en Côte d'Ivoire, il a... Donc vous voulez dire que la rébellion de la Côte d'Ivoire est née d'une crise identitaire? Oui, une crise de double crise. Une crise identitaire et une crise religieuse. Et c'est très dangereux.
quand il y a une guerre, ce n'est pas bien à dire, d'accord, des conflits religieux sont très mauvais. Malheureusement, on en voit un peu au Nigeria, un peu, bon, c'est pas facile, mais c'est ce qui nous a menés là où nous sommes. Les chrétiens du Sud ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat. Je dis bien candidat même, à plus fort dire d'être élu. Revenez un peu aux élections de 2000. Il y a eu 9 candidats du Nord. Toutes les candidatures du Nord ont été systématiquement rejetées. Il suffisait de s'appeler Kone, Sanogo, Ouattara ou Diomandé, ta candidature était rejetée. Mais à partir de ce moment-là, monsieur, la loi n'est plus la loi. La loi, quand elle est impartiale, elle est valable pour tout le monde. Mais quand elle est partielle, vous rentrez dangereusement vers une crise identitaire, une crise religieuse. Alors vous dites clairement que vous avez été voir Alassane Ouattara en 2000, oui, vous lui avez proposé de créer une rébellion et il a refusé. Parce que moi je savais bien que, regardez monsieur, en Côte d'Ivoire, il suffisait de s'appeler Ouattara, il suffisait de s'appeler Sanogo, et on pense que vous êtes un esclave. Et voilà, l'esclave, oui, il est fort. Comme tu as dit, en 2000, il y avait des candidats, plus d'une dizaine de candidats du Nord qui ont été refoulés. On va te demander d'envoyer les candidatures là, tu ne pourras pas les envoyer. Il n'y a pas eu. Tu es un gros menteur. Il n'y a pas eu. Depuis Oufoué, ceux qui étaient plus dans le gouvernement sont du Nord. Oufoué, que ce soit Oufoué, que ce soit Bédier, que ce soit Guéhi, le RD était majoritaire dans Guéhi. Que ce soit Gbagbo, les Nordistes, les Nordistes étaient plus. Les Nordistes étaient plus dans le gouvernement, dans tous les gouvernements qui sont succédés en Côte d'Ivoire. Les Nordistes étaient plus. Donc tu vois que tu es un gros menteur. Et tu parles de crise identitaire et crise religieuse. Mais ces deux crises, les envoient en Côte d'Ivoire. Avant Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de crise identitaire, champion. Est-ce que John, il ne sait pas s'il est là ou bien il n'est pas là? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il... Avant... Attendez, il va vous montrer une vidéo. Il va vous montrer une vidéo, c'est très important. Parce que si seulement il parle, ils vont dire qu'il parle trop. Il va vous montrer une vidéo vite fait. On va voir, voilà. Dieu merci. Écoutez cette vidéo là, s'il vous plaît. L'Ivoire était une nation relativement paisible. Et la Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. C'est un Nordiste, hein? Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte... Ils n'ont jamais rien fait. Trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics. Ils n'ont jamais rien fait, le RDR. Quand c'est bon, c'est eux qui ont fait. Quand c'est mauvais, c'est pas eux. Les 3 fois 5, ils n'ont jamais rien fait. On reprend encore. On écoute, c'est un Nordiste qui parle. Et la Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Oufoué l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique. Il a continué de partager ta photo, s'il vous plaît. Revoter pour Oufoué-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créait un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara. Voilà. Donc, Draman Ouattara, c'est lui qui est à la base de la crise identitaire en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est à la base. C'est pas moi qui passe, c'est un Nordiste. Et vous faites d'autres vidéos de Nordistes qui parlent de Draman Ouattara. C'est un Nordiste, c'est pas moi. C'est pas un Nordiste qui parle, c'est un Nordiste qui parle de Draman Ouattara. Donc, crise identitaire, là, c'est lui qui a envoyé. Maintenant, oh, ouais. Oui, David. Ouais. Ici en live, te rappelle ton nom.
Maintenant, on va voir. On continue. On continue. Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons. Voyons, il ne peut pas dire ça. Et il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits mûrs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On dira oui, mais c'est pas lui, c'est Soro, c'est ça. Mais écoutez les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour... Voilà. Donc, Manu Koulibaly ici nous dit, celui qui a organisé là, il a accusé clair. Il dit c'est Ouattara qui a organisé la rébellion. Avec Soro, avec truc. Même une fois, il y a eu un gars de PPACI qui est celui qui a fait qui a parlé. Il dit le père de la rébellion c'est Ouattara. Qu'ils ont les preuves. Il n'a qu'à dire c'est faux. Pourquoi il ne dit pas c'est faux? Quand le père Gbagbo dit que c'est Ouattara qui a envoyé les gens, pourquoi Ouattara ne dit pas? Pas ici, Gbagbo a les preuves de ça. C'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Vous voulez nier ça encore? On continue. C'est une rébellion à la Côte d'Ivoire qui a détruit le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les paysans ivoiriens, qui a fait des déplacés de guerre, qui a fait quoi pendant 10 ans, on n'a pas touché des infrastructures, on n'a pas touché l'école, on n'a pas touché la santé. Tout était dédié à une et une seule chose, des audiences foraines, faire des cartes d'identité, préparer les élections pour que M. Ouattara devienne président de la République. Donc ça y est, une fois président, il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant que la situation économique était catastrophique. Et puis aux Ivoiriens et aux jeunes, vous qui n'avez jamais voté, l'occasion est là. Si vous pensez que le moment est venu pour choisir votre président de la République, il faut liker, il faut partager, parce que c'est ensemble que nous réussirons à tourner la page lugubre. Merci. Merci beaucoup, Moutouré. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On continue. On continue avec Kader. Non, esclave, le mot il est doux. Je pourrais peut-être vous dire un sujet. Et les chrétiens, c'est-à-dire le Baoulé, l'Agné, le Bété, le Dida, pensaient que le Sénoufo est son esclave. Parce que c'est vrai, il y a eu la boucle du cacao au sud, le Sénoufo étant au nord où on avait que le coton qui était malheureusement pas bien payé et les cultures qu'on se nourrissait. Donc, nous allons vers le sud pour travailler où nous étions payés par an. C'est-à-dire mes grands-parents et nos parents. Et même jusqu'à moi, à mon temps, il y a des aînés qui sont allés faire des travaux. Maintenant, c'était plus à 15 000 l'année, c'était à 110 000, 100 000. Donc, le sudiste considère le nordiste comme un sujet, un esclave. Comme Hitler considérait les Africains comme des sujets, c'est-à-dire on devait nous donner des numéros A1, A2, A-Z. Voilà. Donc, pour le sudiste, l'Ivoirien du Nord était un esclave, ne pouvait donc pas prétendre à être président un jour à la magistrature suprême, c'était quasiment impossible. Et vous avez cru que c'est par la violence qu'on pourrait finalement amener... C'était par la violence. Monsieur, la crise ivoirienne, je suis très fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et j'assumerai tout le nom de ma vie. On n'a pas à être fier tout de même après avoir eu je pèse mes mots parce que quand vous êtes dans un pays et qu'on ne veut pas appliquer la loi, mais la loi est faite pour quoi? La loi est faite pour sauvegarder l'unité dans un pays ou dans un pays. Kader, pourquoi quand... La loi est faite pour quoi? La loi est faite pour sauvegarder, comme ce que tu as dit tout à l'heure, l'unité nationale. Mais en Côte d'Ivoire, là, la loi est bipolaire. Aujourd'hui, il faut être dans le camp de Ouattara. Il faut insulter qui tu veux. Il faut tuer même, tu vas nulle part. Donc il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Donc tu nous donnes c'est-à-dire tu donnes le cursus, on parle des armes aussi. On parle pas des armes. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Nous aussi on est fiers. Et on sera fiers quand votre gouvernement va tomber là. C'est quand vous montrez. C'est maintenant que vous êtes allés là vous montrer ça. Moi c'est bon. Il y a patriote toute la Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien, tu vas prouver que tu es ivoirien. Sinon tu sors et tu reviens. Vice versa pour tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Pour tous les Mauritaniens.
Vous allez sortir et vous allez revenir. Alors, savoir qui rentre dans le pays. Tu es nordiste, soit prouver que tu es nordiste. Tu es sudiste, soit prouver que tu es sudiste. Tu es du centre, tu vas prouver que tu es du centre. Vous inquiétez pas. C'est maintenant là, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens vont se mettre en boignon. Hein. C'est-à-dire c'est au moins 500 000, 1 million d'Ivoiriens qui vont se promener dans tous les villages. Vous faites les recensements. Vous inquiétez pas pour ça. C'est maintenant vous montrer ça. Pas toi là, on fouille même, on sait que tu n'es pas Ivoirien. Pas ta manière de parler même là. On sent ça, ça se sent. Ça se sent. Ivoirien ne peut pas comme ça. Ivoirien qui a grandi encore, il va faire tout encore. Non, pas comme ça. Quand il parle, il parle, c'est la même chose. Quand Solo parle, il parle, c'est la même chose. C'est la même chose. Ne vous inquiétez pas. Vous construisez une maison comme en France, on met la porte. C'est vrai, c'est pas mesure sécuritaire. Mais le voleur, vous êtes d'accord avec nous, ou le tueur, il peut venir à minuit pour casser ta porte et te tuer. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que simplement, il y a une loi, il y a une police qui dit que nul ne doit ôter la vie à l'autre. Ah, il y a une police qui dit que nul ne doit ôter la vie à l'autre. Quand il dit que tu es bipolaire, voilà. Il y a une police qui dit que nul ne doit ôter la vie à l'autre. Mais tu dis aux journalistes qu'on est fiers de ce qu'on a fait. Les journalistes disent, même s'il y a des... Non, on ne doit pas être fiers, il y a eu des morts. Mais dis non, on est fiers. Au Burkina, il y a des lois, que même si quelqu'un n'a pas fermé sa porte, tu ne peux pas venir rentrer, il y a une police qui dit que nul ne doit ôter la vie à l'autre. Donc, il y a une police qui dit que l'autre doit faire une rébellion pour venir tuer l'autre. Hein, Kader? Si tu le fais, on mènera les enquêtes et on va t'arrêter. Tu mouriras en prison et tes parents... Quand tu mouriras, tu mouriras en prison. Devenir ta femme et tes enfants. Mais quand malheureusement dans un pays, on n'a pas ces lois. Quelqu'un peut se lever, tuer l'autre impunément. Quelqu'un peut se lever, empêcher l'autre d'être candidat. Mais monsieur, un pays sans loi est dangereux. On pourrait en parler, hein, parce que là, on aborde là un point très important lié à l'actualité ivoirienne. Mais je voudrais revenir sur la première question que je vous ai posée. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Oui, ça tu mouriras, tu mourras. Un jour, je me rappelle pourquoi j'ai proposé ça à Alassane. Je suis quitté dans un village à Thiers, en tout cas à l'épée, à Grand l'épée, avec un ami à Thiers. Quand nous sommes arrivés à Djamé, on a été contrôlés par les forces de l'ordre. Un policier qui nous contrôlait. Bon, tu sais qu'on met les noms sur le truc. Un policier m'a bêté. Série. Maintenant, l'autre nom était mais quand même long. Et il nous me contrôle. La TIE montre sa carte qui était une attestation d'identité. Vous savez, quand vous perdez un document, même au Burkina, vous faites la déclaration de perte et vous allez faire une attestation d'abord. La vraie pièce peut mettre au moins 2 mois, 3 mois avant que... Ce document vous permet naturellement de circuler. Et l'autre, il a la carte d'identité originale du pays, du Faso. C'est comme quelqu'un venait de Bobo-Dioulasso et l'autre de Ouaga, Moré et Dioula. Et le policier s'énerve dès qu'il a pris ma pièce, il dit oui, ce sont les envahisseurs là, c'est vous qui venez, qui voulez prendre notre pays. Mais à partir de ce moment-là, en 99, Alassane avait déjà fait irruption sur la scène politique en 94, 95. Tu vois, il parle de 99, hein. Pour 99, bon, on n'est pas au pouvoir, hein. Et tous les problèmes là, c'est depuis 99. C'est depuis quand IP a quitté, même IP, il allait voir Kadhafi là. C'est parce que c'est si Gueye, hein. Il avait son renversement, hein. C'est pas si Babou. Pour eux, Gueye allait brigader Babou encore pour prendre le pouvoir. Eux, là, pour eux, Babou ne peut pas prendre le pouvoir devant Gueye. Bon, on ne peut pas sortir la population pour prendre le pouvoir devant Gueye. Vous voyez ce qu'il a trompé. Voilà comment Babou renverse les cartes et Babou prend le pouvoir. Et maintenant, ils se disent non, si Babou a pris le pouvoir, c'est pas bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut se commencer là, on continue. Et la lettre de Padofa Ibrahim le confirme. On continue. Ils sont partis, bien étant au FMI. Donc, il suffisait de s'appeler Sanogo, Koulibaly, Touré. Tu étais traité systématiquement d'étrangers, de Burkinabés, de Maliens, et tu étais traité comme tel. On pouvait te fouiller et puis t'enlever, même si tu as 500 000, si tu as 300 000, on t'enlève, voilà. Et puis voilà. Là, ça va aller parler, hein. Mais tu as 500 000, si toi tu as 300 000, là, c'est Burkinabé qui parle comme ça. 500 000, 300 000, c'est Burkinabé qui parle comme ça. Écoutez encore. Écoutez sa manière de parler. Il va dire 300 000, 500 000, mais Burkinabé dit 300 000, 500 000. Écoutez sa manière de parler. De Maliens, et tu étais traité comme tel. On pouvait te fouiller et puis t'enlever, même si tu as 500 000, si tu as 300 000, on t'enlève, on te bastonne et puis... Voilà, par exemple, mon petit frère est au Burkina actuellement. Ça m'a aidé par quand il me demande l'argent, il me dit même peut-être qu'il veut 100 000. Il veut 100 000. C'est même manière de parler. Ceux qui connaissent les Burkinabés savent. Même les Burkinabés savent que lui, la façon dont il parle là, c'est Burkinabé. Par exemple, les Burkinabés, quand ils disent 500 000, 100 000, ils disent pas 100 000 ou 500 000, ils ne sont pas cash. Ils parlent genre comme si ils articulaient. Les 500 et 1000, ils articulent. 500 000, 100 000,
C'est comme ça les Burkinabés disent. Écoutez très bien. De Malien, et tu étais traité comme tel. On pouvait te fouiller et puis t'enlever, même si tu as 500 000, si tu as 300 000, on t'enlève, on te bastonne et puis voilà. Va te plaindre où tu veux. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que jamais nous pouvons être candidats si nous ne prenons pas les armes. Et vous êtes d'accord avec moi quand nous avons créé cette rébellion. Donc, ils ne pouvaient pas être candidats s'ils ne prenaient pas les armes. Donc, de la manière, ils ont enlevé Thiam sur la liste électorale. Ils ont enlevé Babou sur la liste électorale. Ils ont enlevé beaucoup sur la liste électorale. Donc, nous aussi, on doit prendre les armes. Mais si on ne prend pas les armes, on ne peut pas être candidat. Alors, il suffit d'être un pasteur où tu parles. Tu parles de l'opposition, tu parles en mal du pouvoir en place, on va te prendre, on te met en prison. Mais tu peux être un pasteur où tu parles en bien du pouvoir en place, on ne te fait rien. Tu peux être un pasteur où tu parles en bien du pouvoir en place. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils t'en sens plus. Voilà, c'est ça. Mais on dit non, pasteur ne parle pas de politique. Mais quand tu es pasteur et puis tu parles de politique, en bien du Draman Ouattara, il n'y a pas de problème. Mais tu parles mal du Draman Ouattara d'être beau, on va t'arrêter. Ça qui est encore du voir. Avec IB. Et quand nous avons combattu pour qu'Alassane soit candidat, il a fallu au moins 12 rencontres de sommets, de crises. On a commencé par le Sénégal, on allait au Ghana, du Ghana on allait au Marcoussis. Ce n'est qu'en Afrique du Sud que Gbagbo a accepté la candidature d'Alassane exceptionnellement. Il pouvait se présenter uniquement aux élections de 2010. S'il échouait, ça dit la loi ne le permettait plus. Tu es un menteur. Mais écoutez. Tu es un menteur. C'est l'élection de 2005. Pas de 2010. Tu es un menteur. C'est l'élection de 2005. Je vais mettre la vidéo qui était ça. Vous voyez, c'est comme ça que vous mentez toujours. Il est uniquement pour la candidature des élections de 2005. Comme c'est 2005, il n'y a pas eu d'élection, c'est ça que c'est déporté en 2010. Donc tu vas pas dire, Babou, c'était pour uniquement les élections de 2010. Tu es un menteur. Voilà. C'est ce que ça se disait. Et c'est pourquoi vous avez tout fait pour prendre le pouvoir. Oh. Les NDM même, c'est pas la peine. Faut trop rire. Où est la vidéo là? Bon, après il a joué ça. On continue après il joue la vidéo. Et j'avais dit ça à Alassane, j'ai dit qu'il aura, la crise aura. Moi j'ai eu la chance d'avoir des connaissances. Nous sommes africains. Chaque pays a ses spécificités. Regardez, je vous parle de quelque chose que tout le monde sait, important. Et quand je dis je suis spirituel, partagez, tapoter. D'autres personnes le savent et Alassane même le sait. Regardez la France, l'Europe. L'Europe a connu l'Inquisition. L'Inquisition, c'était quoi? À un moment donné, les Français, les Européens ont constaté qu'ils ne bougeaient pas. Ils ont décidé de tuer les sorciers. Et il y a eu l'Inquisition où on a mis à mort tous ceux qui étaient sorciers. C'est vrai, il y a eu des innocents qu'on a tués. Mais ce n'est qu'après le XVIIIe siècle que l'Europe a décollé. Et il y a eu un savant qui a créé d'abord le bateau, le moteur du bateau. Et ensuite, il y a eu l'avion. Il y a eu aux États-Unis, c'est vrai, ainsi de suite. Alors, non, c'est important. Allez-y, je vous... L'Inquisition a permis à l'Europe de décoller. Donc chez nous, ici, il y avait, moi j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, les gens disaient que c'est un waliou, un musulman, un prédicateur. Moi je ne le suis pas, c'est lui que j'ai rencontré. Mais lui il m'a dit qu'il était un ange, il m'avait prédit toute cette crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Et nous allons arriver à une crise identitaire et ethnocentriste parce que c'était inévitable. C'est pourquoi je l'ai proposé à Alassane. J'ai dit que d'abord nous allons combattre pour que tu sois candidat. Et quand tu seras élu, Babou va dire qu'il a gagné, qu'il ne va pas quitter le fauteuil. Toi, tu vas dire que tu as gagné. Il aura une autre crise. Et avant, c'est la force qui va te permettre de t'asseoir sur ce fauteuil. Alors, avant de continuer votre narration, il est important de préciser, vous et Alassane, qu'est-ce qui vous lie pour que vous ayez cette facilité pour raconter tout ça? Non, il n'y a pas eu de facilité. Moi, je n'ai pas rencontré Alassane facilement. Parce faut dire encore